Quelques jours après l'annonce de l'arrêt du rationnement de la compagnie énergie électrique du Togo CET, le pays semble renouer avec les délestages dans ces derniers jours. En effet, les compagnies en charge de l'électricité au Togo et au Bénin doivent une bagatelle somme de plus de 8 milliards de francs CFA au Nigeria pour l'électricité fournie au cours du premier trimestre de l'année 2024. Selon un récent rapport de la Commission nigériane de régulation de l'électricité, le Togo n'est pas le seul pays créancier. Son voisin le Bénin n'a pas non plus honoré ses engagements durant la même période. Aujourd'hui, le Nigeria se présente avec plus de 51 millions de dollars auprès de ses clients internationaux. Dans les détails, Mainstream Nigelec Togo doit 1,21 million de dollars et Odukpani CET doit 5,35 millions de dollars au Nigeria. Quant au Bénin, ces sociétés doivent en tout plus de 7 millions de dollars. Malgré cette dette, le Nigeria continue d'assurer la fourniture de l'électricité à ses créanciers. Cependant, il compte lutter contre l'indiscipline en matière de paiement pour soutenir le commerce transfrontalier de l'énergie. Le Togo vient de prendre la présidence tournante de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée pour les 2 prochaines années. Il s'agit pour le Togo, durant ce temps, de veiller à la mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre TNT dans les États membres. Cette responsabilité portera la signature du président de la HAC, Pitalou Nitelou. Ce dernier prendra officiellement la présidence de cette plateforme lors de la 11e Assemblée générale des 8 pays de l'UEMOA et de la Guinée qui se tiendra à Lomé du 28 au 31 août prochain. À en croire le président de la HAC Togo, durant les 2 années que durera son mandat, le Togo à travers la HAC va devoir conquérir de nouveaux horizons. Aussi aura-t-il pour mission de décliner les objectifs de la PRA-UEMOA Guinée en action de développement avec pour finalité une meilleure régulation de l'audiovisuel. La région des Savanes, située au nord du Togo, est confrontée à une situation de violence terroriste depuis plus de 2 ans, suscitant une vive inquiétude des autorités et au sein de la population. Face à cette menace persistante, les leaders religieux de la région ont décidé de jouer un rôle actif dans la lutte pour la paix et la sécurité. Du 29 juillet au 5 août dernier, les différentes confessions religieuses de la région ont organisé une semaine de prière dédiée à la protection divine, à la paix et à la sécurité. Les fidèles se sont recueillis dans leurs lieux de culte respectifs avant de se rassembler pour une grande prière interconfessionnelle le samedi 17 août. Lors de cette rencontre, les leaders religieux ont exprimé leur reconnaissance envers Dieu pour sa protection continue et ont salué les efforts des forces de défense et de sécurité. Ils ont également manifesté leur solidarité envers les déplacés et les familles touchées par la violence. Dans une déclaration publique, les responsables religieux ont formulé des recommandations aux autorités togolaises pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Ils ont notamment proposé la mise en place d'un plan média régulier pour sensibiliser la population et ont souligné aussi l'importance de renforcer la collaboration avec les citoyens. Les leaders ont aussi appelé à honorer la mémoire des soldats tombés et à intensifier l'effort de guerre. Dans un message d'espoir, ils ont exhorté les populations à renouveler leur confiance en Dieu et à s'engager pour le bien-être collectif. Cet appel des leaders religieux de la région des Savanes résonne comme une invitation à l'unité nationale et à la mobilisation générale pour surmonter ensemble le défi sécuritaire qui pèse sur le nord du Togo. Une décharge à ciel ouvert en pleine rue à Kinshasa. Cet emplacement du quartier s'est transformé en poubelle géante. En l'absence de benne à ordures, les uns ont commencé à y jeter leurs détritus, suivis par d'autres. Primo, c'est dégueulasse. Et secondo, vraiment pas bon. Il n'y a pas les suivis. Il n'y a personne pour contrôler, quoi. Il n'y a personne. Pas de contrôle non plus au niveau de cette rivière de la capitale, qui charrie des milliers de déchets, en majorité plastiques, à tel point qu'elle est quasi obstruée. Que les autorités viennent nettoyer cette rivière pour nous. Cette rivière, c'est la rivière de Gombe. Elle sépare 2 communes. Je connais cette rivière depuis mon enfance. Elle n'était pas dans cet état avant.
Des décharges sauvages comme celle-ci se comptent par dizaines éparpillées à travers les 24 communes de Kinshasa, capitale tentaculaire de 17 millions d'habitants. Selon une étude du journal scientifique Elion, la ville produit près de 8000 tonnes de déchets solides par jour. Le tout sans système centralisé de collecte ni de traitement des déchets. Il n'y a pas de poubelle publique. L'entreprise qui collectait les déchets était celle de l'Union européenne et elle a fermé. Donc maintenant on jette les déchets ici. C'est devenu notre poubelle publique. Quelques mois après son arrivée au pouvoir en 2019, le président Félix Tshisekedi avait lancé l'opération Kinbopeto, Kinshasa propre. 5 ans plus tard, force est de constater que la ville déborde toujours de détritus. Seules quelques entreprises privées tentent de juguler le flot. On est nombreux à travailler comme éboueurs privés. S'il n'y avait pas d'éboueurs privés, ce serait une catastrophe. Les déchets envahissent tout. Le nouveau gouverneur de Kinshasa admet qu'il n'y a ni décharge finale, ni centre d'enfouissement pour la ville. Une nouvelle opération coup de poing pour la salubrité vient d'être annoncée. Les Kinois espèrent juste que cette fois, il y aura des solutions dans la durée. Les principales forces politiques guinéennes réunies pour plancher sur l'avant-projet de constitution. Une démarche initiée par le Conseil national de transition. Alors à Kindia, à 135 km à l'est de Conakry, les représentants des partis politiques agréés soumettent leurs propositions, comme celle du PDG-RDA. Il serait important de rajouter le caractère imprescriptible des crimes économiques et financiers dans le préambule. La première recommande au CNT de rajouter l'anglais à la langue française comme langue officielle. Durant 2 jours, 150 partis ont proposé par thématique des suggestions. Mais 3 formations politiques sont absentes, dont le mouvement d'Alpha Condé. L'ancien président est en exil depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. 6 groupes de travail ont été créés pour éplucher les 205 articles. Le PDG-RDA, premier parti au pouvoir après l'indépendance du pays, souhaite notamment des élections au suffrage direct pour les sénateurs et une reconnaissance des langues nationales. C'est seulement le français qui est connu comme langue officielle. Et bien entendu, l'interprétation, la traduction dans les langues nationales a été prise en compte, mais nous nous sommes dit qu'il faut accorder un statut particulier, un statut officiel aux langues nationales. Une étude prouve que l'enfant apprend mieux dans sa langue maternelle que dans la langue étrangère. Les propositions sont sur la table. Déjà une dizaine de contributions ont été acceptées et seront intégrées au texte. On veut écrire l'histoire avec tous les Guinéens pour que ce que nous allons voter lors du référendum, que ce ne soit pas un texte que les Guinéens ne connaissent pas le contenu et la portée. C'est pourquoi nous avons noté toutes les contributions. Certaines étaient difficiles à répondre, mais nous avons répondu. Dans les jours à venir, associations de presse et du monde académique participeront aux travaux. Les consultations continuent pour le président du CNT jusqu'au 27 août prochain. Au Kenya, la police offre une récompense pour la capture de Collins Jumezi Kalusha. Le présumé tueur en série s'est évadé mardi d'un poste de police à Nairobi avec 12 autres détenus. La police a annoncé qu'elle promettait une récompense en espèces pour toute information crédible menant à sa capture. Les citoyens sont invités à signaler anonymement toute information via une hotline ou auprès de n'importe quel poste de police. Des policiers ont été suspendus pour complicité dans cette évasion. Ils ont été relâchés en attente des investigations. L'évasion de Kalusha, décrit comme un tueur en série psychopathe, a suscité une vive indignation au Kenya. Selon la police, Kalusha aurait avoué le meurtre de 42 femmes, dont son épouse, mais son avocat affirme qu'il a été torturé pour avouer. Le Mozambique, sur la côte sud-est de l'Afrique, est régulièrement frappé par des cyclones et des inondations. Les intempéries affectent plus de 60% de la population vivant dans des zones basses et dépendantes de l'agriculture. Le président Philippe Nyusi a souligné jeudi la gravité de ces menaces lors d'une cérémonie à Maputo, la capitale. Le Mozambique est un pays constamment menacé par des catastrophes naturelles, notamment des inondations, des cyclones et des sécheresses.
Tous ces événements causent des destructions, entraînant des pertes humaines, des dommages matériels et environnementaux. Ils ont également de graves répercussions sur la société et notre économie. Après avoir été officiellement lancée en novembre 2023 sous la direction de l'ONU, une feuille de route nationale pour des alertes précoces pour tous d'ici 2027 a été mise en œuvre, accompagnée d'un investissement significatif dans les infrastructures météorologiques. Il est crucial de réduire les pertes humaines et les dommages. Les alertes précoces nous seront essentielles pour nous protéger. Comme je l'ai mentionné, la meilleure réponse est d'améliorer notre capacité de prévention et de préparation, notamment par des actions d'alerte précoce. Cette initiative englobe toute la chaîne de valeur météorologique, de la collecte de données à l'amélioration des prévisions et des systèmes d'alerte. Cependant, le pays doit encore se doter de stations conformes aux normes de l'Organisation météorologique mondiale. Après 17 ans de négociations et de démarches, les Comores ont adhéré mercredi à l'Organisation mondiale du commerce en devenant le 165e membre. C'est à Abu Dhabi en février que les membres de l'OMC avaient officiellement approuvé l'accession des Comores. Le pays a, comme l'exigent les textes de cette organisation, annoncé son acceptation formelle de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche. Une adhésion saluée par la directrice générale. Selon Ngozi Okojo-Iweala, les Comores peuvent profiter de l'accession à l'OMC pour se moderniser, transformer leur économie et compléter leur programme d'intégration régionale. L'archipel, dont les exportations reposent principalement sur la vanille, les huiles essentielles ou encore le clou de girofle, rêve d'attirer les investisseurs étrangers et se voir ouvrir les portes de nouveaux marchés. Mais dans un marché mondial très concurrentiel, plusieurs experts recommandent aux Comores de diversifier leur économie et développer de nouveaux produits d'exportation s'ils veulent se rendre attractifs.